Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue pour cet après-midi autour des organisations apprenantes. Je vais faciliter l'ensemble de l'après-midi. Je vous invite à rester parce que ça va être extrêmement riche. Merci. Alors moi, je m'appelle Marie-Pierre Dequier et je suis présidente de France Apprenante. Donc on va en fait avoir plusieurs séances cet après-midi, donc des slots de 25 minutes. Et j'espère que ça va vous intéresser et que ça va être apprenant surtout. Alors j'ai voulu replacer la définition un peu officielle de l'organisation apprenante. Il faut que je parle plus fort. Est-ce que vous pouvez mettre plus fort? Oui, comme ça c'est mieux? Ok, merci. L'organisation apprenante, c'est une entreprise apprenante. C'est une organisation qui met en place une culture, des comportements et des process pour favoriser le développement des compétences de chacun. Et ce n'est pas toujours comme ça qu'on l'entend, parce qu'il y a différentes définitions qu'on va voir cet après-midi de l'organisation apprenante. Alors il y a Peter Senge qui, en 1991, a écrit la 5e discipline, qui est l'art et la manière des organisations qui apprennent. Bonjour. Alors ce qu'il dit, c'est qu'en fait, une organisation apprenante, il faut qu'elle clarifie ses aspirations. Aspirations personnelles, parce qu'une organisation est composée de personnes, et une vision partagée de là où on va, ce qu'on peut appeler la raison d'être aujourd'hui, ou la mission des entreprises à mission. Il faut avoir la capacité à avoir une pensée systémique, une analyse systémique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est un ensemble en fait de relations. D'ailleurs, il y a du coaching systémique. On peut arriver à faire bouger une organisation. Et un système, en général, il trouve toujours son équilibre et sa survie. C'est ça qui est intéressant. Et puis ensuite, dans l'apprenance, il y a la capacité à engager des conversations réflexives. Et on va voir en fait qu'on apprend beaucoup en équipe et qu'on apprend quand on se pose la question de ce qu'on veut transmettre et de ce qu'on a capitalisé sur une expérience. Alors l'enjeu, qu'est-ce que c'est en fait d'une organisation apprenante? C'est qu'on est confronté à un monde qui bouge et on voit bien que la nomination, l'élection de Trump change complètement la donne et on va se retrouver dans des environnements qui vont beaucoup bouger. Et la question, en fait, c'est d'avoir une capacité à apprendre. Alors pourquoi apprendre? Parce que finalement, se transformer, c'est apprendre. Apprendre, c'est faire quelque chose de manière différente. Et l'enjeu aujourd'hui, on est dans une société qui est en train d'être bousculée. Il va falloir réinventer nos modèles et donc être capable, finalement, de passer ce qu'on appelle l'abîme dans la courbe de diffusion de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont d'ailleurs dans ce salon et dont vous faites partie, qui sont ce qu'on appelle des early adopters et qui vont avoir une appétence à l'innovation ou à faire différemment. Et puis vous allez avoir des premiers adoptants, mais les autres vont plutôt être des gens qui vont regarder ce qui se passe avant de s'engager. Et donc l'enjeu de ces organisations apprenantes, c'est de leur donner de la résilience et qu'elles puissent passer cet abîme pour pouvoir gérer leur évolution de manière saine. Alors, les sciences cognitives nous expliquent comment on apprend. Donc, ce qui va se passer là, c'est qu'aujourd'hui, si on dit qu'on est dans format cours magistral, vous allez retenir 5% de ce que je vais vous dire. Si vous lisez, c'est un peu mieux. Si vous regardez une vidéo, c'est un peu mieux. Et on se rend compte, en fait, que progressivement, plus on va être actif et plus on va retenir et ancrer la connaissance. Et donc la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de s'obliger à transmettre. Donc si vous ne connaissez rien à un sujet, donnez-vous l'objectif de faire un cours d'1 heure dessus. Parce qu'en fait, vous allez être obligé d'intégrer la connaissance, de la rapprocher avec votre expérience et d'utiliser vos propres référentiels, vos propres mots pour l'intégrer. Voilà, on va tous devenir enseignants quelque part. Ceci dit, on a tous quelque chose à apprendre et quelque chose à transmettre.
Et alors, il y a le MIT Media Lab qui a fait des recherches, qui a regardé comment les enfants apprenaient, notamment lorsqu'ils apprennent à marcher. Et a défini cette règle des 4 P, qui est en fait qu'on apprend parce qu'on a envie d'apprendre. Donc c'est ce qu'on appelle la passion. C'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre parce qu'on a une carotte ou un bâton. On va apprendre parce qu'on a une envie intrinsèque. C'est ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Ça veut dire que si on est un ingénieur pédagogique, il va falloir créer les cadres où les gens vont aller chercher leur motivation intrinsèque. La deuxième chose, c'est qu'on apprend beaucoup par ses pairs. Parce qu'en fait, on a une capacité d'identification à ses pairs qui n'est pas du tout la même que celle qu'on peut avoir aux experts. Donc la discussion entre pairs est extrêmement enrichissante. En tout cas, elle va nous permettre de mieux retenir et apprendre. On n'apprend pas pour apprendre, on apprend parce qu'on a un truc à faire. C'est ça qui va déclencher l'apprentissage pour pouvoir mettre en pratique, se tromper, réapprendre et poursuivre. Et puis le dernier point, c'est qu'on apprend par le jeu. Alors ce qu'on met derrière Play, c'est plusieurs choses. C'est la capacité à avoir un espace en fait, d'expérimentation qui soit sécurisé. Si vous vous trompez dans un jeu, si vous perdez, ce n'est pas grave. Et donc c'est ça aussi qu'on va pouvoir mettre en place. On va mettre des cadres en fait, de sécurité qui vont permettre aux gens de mieux s'exprimer et de sortir de leur zone de confort, mais avec une certaine sécurité. Et ça va renforcer les mécanismes de confiance en soi. Et puis Play, c'est que apprendre, ça doit être fun. Ça doit être, en fait, les enfants, lorsqu'ils apprennent à marcher, ils pleurent, mais ils rigolent. Et il y a une joie, en fait, dans l'apprentissage qu'on a parfois un petit peu oubliée. Et quelque part, un apprentissage, ça se célèbre, ça se joue. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'aime bien retenir ces 4 P, parce que ça vous donne des lignes directrices sur le comment. Et là, on voit bien qu'on a justement le pair à pair, qui nous montrait qu'on retenait plus facilement l'information, le projet qui nous permet de mettre en pratique ce qu'on fait et d'avoir une pédagogie active. Voilà. Alors ça, c'est des sujets qui sont travaillés aussi à l'école. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent sur ces principes. Lorsqu'on dit qu'il faut donner du sens aux enseignements, quelque part, c'est la passion. C'est comment est-ce qu'on va révéler, comment est-ce qu'on va chercher du sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi ? On va travailler sur l'organisation apprenante et on va essayer de partager une représentation de l'organisation apprenante. On va avoir d'abord un point sur quels sont les facteurs clés de succès des organisations apprenantes. Tout d'abord, il y a un point qui est important, c'est qu'on a tendance à vouloir quantifier et mesurer les apprentissages des gens, ou leur donner des objectifs quantifiés. C'est quelque part une forme d'instrumentalisation, lorsqu'on en est à dire on va regarder exactement ce que tu as fait, etc. Et donc la question de la mesure de l'impact des formations est assez importante. Et la question est de les prendre différemment. Est-ce que ces formations, elles permettent en fait de changer de posture par rapport à la nouveauté ? Parce qu'en fait, une organisation apprenante, elle se remet sans cesse en question. Et il faut que les gens arrivent à adopter des postures ouvertes, d'exploration, pour pouvoir apprendre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'en fait, lorsqu'on va toucher les apprentissages, on va toucher à l'identité, on va toucher à des peurs, et c'est extrêmement important de se retrouver dans des environnements sécurisés. Et la question de la mesure, elle est aussi beaucoup qualitative. Elle est dans comment est-ce que les gens, les apprenants, sortent en fait, changent de posture et deviennent ouverts à la nouveauté sans être déstabilisés. Parce que c'est bien ça le sujet. Or, on est encore dans une société de comparaison, de notation. Quand on a 18 sur 20, finalement, on regarde les 2 points où il y a un problème, mais on ne regarde pas les 18, contrairement aux anglo-saxons, qu'on trouve parfois un peu euphoriques par rapport à la transformation. Alors, qui dit impact dit aussi capacité à engager les gens.
Comment est-ce qu'on arrive à engager dans des formations? Comment est-ce qu'on arrive sur le terrain à engager? Donc ça, on va voir ça avec Clara, qui nous a fait un panel en fait, de clients qui représentent des secteurs extrêmement diversifiés de l'organisation. Bonjour. On va également avoir une table ronde justement pour essayer de définir ce que sont les organisations apprenantes. Et ensuite, on va essayer d'explorer quels sont les facilitateurs de ces organisations apprenantes. Donc comment on peut facilement faire et de manière fluide des formations personnalisées avec Mind on Site. Comment est-ce qu'on peut apprendre n'importe où avec Tech on Mars. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour faire du design pédagogique performant. Et comment est-ce qu'on peut créer des formations avec Creative IP. Voilà. Bon, ça va? Voilà, donc j'accueille 360 Learning. Je vais vous laisser vous présenter. Donc c'est Sidonie Viala, qui est CHRO, donc vous allez nous expliquer ce que c'est, et qui va nous parler justement de comment est-ce qu'on définit l'efficacité d'une organisation apprenante. Merci, je vous demande de l'accueillir. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser pour mes quelques minutes de retard. Je viens de tomber en vélo. Donc, je vais faire de mon mieux. Donc, je suis Sidonie, je suis la DRH de 360 Learning. CHRO, c'est le nouveau terme, hein, mais ça veut bien dire DRH. Vous allez me dire, aujourd'hui, on va parler de formation, ce qui n'est pas hyper déconnant compte tenu du contexte. Et peut-être que parfois, le sujet de la formation, il est un peu embêtant. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas embêtant, mais qu'il soit un petit peu, qu'il nous fasse un peu rêver. Et c'est un challenge. Donc, le titre qui veut tout dire, c'est de formation à impact. Je pense que dans la salle, il n'y a que des responsables formation, des DRH, etc. Et tous les jours, vous vous levez, vous mettez en place des programmes et vous vous dites « je ne suis pas sûre d'avoir eu le maximum d'impact ». Donc on va essayer de trouver quelques pistes pour réfléchir à ça. Et évidemment, on pourra aussi interagir parce que vous avez sûrement d'autres pistes. Donc l'organisation apprenante, est-ce que ça parle à certains? C'est un mot qu'on utilise, hein, mais est-ce qu'on a une définition? Et ben en fait, le truc qui est assez drôle, quand vous cherchez, même sur ChatGPT, il y a 200 000 définitions. Donc moi, je vais vous donner la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais pour moi, l'organisation apprenante, c'est une organisation où les ressources, donc les gens, sont capables d'évoluer avec les enjeux de l'entreprise. Et de se dire, une personne que je recrute à un instant T, elle sera toujours valable dans 3 ans, dans 4 ans et peut-être même dans 10 ans. Donc voilà le challenge que nous, on s'est fixé chez 360 Learning. On a des collaborateurs de bon niveau, on se donne du mal pour les recruter, donc évidemment, on veut les garder. Donc on a essayé de réfléchir au mieux à la façon de les accompagner, sachant que, vous le savez tous, on a plein d'injonctions contradictoires. Première injonction contradictoire, quand on fait de la formation, tous les gens qui sont devant vous ou devant leur ordinateur pensent qu'ils font mieux que vous. Ça, c'est un truc de base. C'est comme pour les agents immobiliers. Premier truc. Deuxième truc, évidemment, comme pour le sujet de la rémunération, les collaborateurs ne sont jamais contents, évidemment. Troisième considération, votre patron, le CEO de la boîte ou le DRH ou je sais pas quoi, il me dit « c'est bien beau là ton petit plan de formation, là, ça nous coûte un bras. Est-ce que tu peux me donner ton ROI ?» Et là, on est embêté. Parce que le ROI, bah, on dit oui, ils ont passé tant de temps à se former, ils ont mis 4 sur 5 au module développement personnel et 3 sur 5 au module coaching, il n'y a eu que 20% des gens qui ne sont pas venus et tout ça. Mais en fait, notre patron, il s'en fiche. Il s'en fiche complètement, ça ne l'intéresse pas. Donc, il faut trouver d'autres leviers. Quatrième injonction contradictoire, on avait une façon d'apprendre quand on était dans l'ancien temps, dont je fais partie. Et aujourd'hui, je regarde dans la salle, on n'est pas si jeunes que ça. Les jeunes n'apprennent plus de la même façon. Les jeunes, ils veulent un truc court, ils veulent des plateformes qui leur donnent envie, ils veulent de l'interaction et ils veulent pour des DRH, de l'humain.
Donc, ça devient plus compliqué. Premier constat, moi en tout cas, je ne crois pas que l'on dit aux collaborateurs « toi, tu vas te former ». Le collaborateur doit avoir la motivation, doit avoir le mindset. Comment on fait pour avoir ça? Moi, perso, je pense que ça commence dès le recrutement. C'est de se dire, la personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle a ce qu'on appelle ce growth mindset? Est-ce qu'elle a envie de grandir? Est-ce qu'elle a envie de sortir de sa zone de confort? Nous, chez 360 Learning, c'est un des critères qu'on évalue parmi pas mal d'autres critères, mais ça fait vraiment partie de ça. Donc de la même façon qu'on peut s'inscrire à une salle de gym, mais jamais y mettre les pieds, si on inscrit des collaborateurs à des formations, mais qu'ils n'ont pas le sens ou la motivation, on peut être sûr que là, pour le coup, le ROI vis-à-vis du patron, c'est sûr qu'il est nul. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un prérequis de se dire on ne transformera pas ça. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de fournir justement cette expérience de formation qui soit la meilleure possible? Le premier point, c'est en effet des systèmes agiles et connectés. On n'a plus envie de faire une formation avec un formateur dans une salle qui déroule des slides PowerPoint avec des images sorties un peu de nulle part. On veut des outils qui soient faciles à utiliser dans le quotidien. Donc concrètement, un collaborateur qui a besoin de se former sur de la gestion de projet, il faut qu'il puisse y avoir accès quand il veut et de la manière dont il a envie de se l'approprier. Ça, c'est quelque chose de très important. J'ai évoqué en introduction ce focus sur l'humain. Alors, c'est un peu étrange de ma part de le dire, en même temps, je suis quand même DRH, parce que nous, on vend un outil, donc on n'est pas forcément focus sur l'humain. Malgré tout, moi, je pense que l'outil ne sert à rien si on n'a pas des humains pour faire passer les messages, pour donner de la vision, pour fédérer les équipes autour des formations, pour vraiment donner du sens à tout ça. Et un autre moyen qui est aussi, à mon avis, très bien utilisé, c'est le côté se former entre collaborateurs. C'est quelque chose qui existe très bien dans certains milieux. Moi, j'ai notamment bossé très longtemps dans le retail. Les gens se forment très bien entre eux parce que c'est un mindset, parce qu'ils ont les outils, etc. Mais donc, c'est bien l'humain qui forme le mieux. Évidemment, en se reposant sur des systèmes qui permettent d'intégrer de l'IA, etc., etc. Mais l'humain doit rester au cœur de ces sujets de formation. Et donc, je me suis permise un truc un peu dingo. J'ai mis trop de tech tue la tech, point d'interrogation. J'ai pas d'avis. Je pense qu'il faut vraiment balancer les deux. C'est-à-dire, encore une fois, le cerveau humain qui apporte la motivation, le sens, et l'outil tech qui permet de mettre à dispo de manière hyper facile, de permettre aux gens qui travaillent partout dans le monde de pouvoir se connecter quand ils veulent, qui permettent aussi de suivre ce que font les équipes, parce que malgré tout, c'est quand même intéressant de savoir que Jérémy, il a passé 20 minutes sur le module comment faire du feedback, et que Jérémy, il n'arrive pas à faire du feedback. C'est toujours bien d'avoir la data, de pouvoir ouvrir ça dans les discussions avec nos collaborateurs et avec les managers. Donc voilà, peut-être une balance à trouver entre ces deux aspects pas antinomiques. Alors, j'évoquais en intro aussi les injonctions contradictoires. Et quand on est DRH ou responsable de formation ou toute autre fonction RH, je pense que les injonctions contradictoires, on les connaît bien. Mais en plus des injonctions contradictoires, il y a aussi les pièges. Parce qu'autrement, ce serait vraiment trop simple. Donc, d'après vous, les pièges, vous pensez qu'il y en a beaucoup dans la formation? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà déroulé un programme de formation avec un succès de dingue? Il y en a un là-bas. Ok. Bon, donc c'est cool. Ça veut dire que tout le monde est tombé dans les mêmes pièges, y compris moi. Donc, premier piège, ce que je disais aussi en introduction, c'est que les modes d'apprentissage ont changé. On ne peut plus faire un programme de formation de 3 jours enfermé dans une salle, de préférence sans fenêtre. Ça, ce n'est plus possible. Les collaborateurs, ils veulent des choses rapides, ils veulent que ça ait de l'impact rapidement dans leur quotidien. Vous savez, j'imagine tous, le temps de concentration moyenne d'un adulte, entre 5 et 7 minutes, en effet. Donc, ça veut dire que si vous faites 3 jours de formation, vous calculez vite le ROI, je pense qu'il est à peu près de 2%. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de faire les choses.
Toujours sur la façon de se concentrer, il y a aussi le côté interaction. On ne peut pas juste faire du top-down, il faut aussi qu'il y ait une sorte de feedback, d'échange. Et donc, ce qui évidemment marche mieux, c'est de pouvoir faire des petits quiz, de pouvoir faire des mises en situation, de se reposer sur l'outil pour faire des simulations. Il y a plein de choses possibles à faire. Il y a plein d'entreprises, par exemple, qui utilisent la réalité virtuelle. Moi, j'y crois beaucoup. Je sais que ça marche bien. Je pense que pour l'instant, on est encore un petit peu frileux pour plein de raisons. Mais ça va être vraiment une façon de développer notre impact en formation. Alors, des pièges, il y en a aussi pas mal d'autres. J'en ai listé 5, mais je pense qu'il y en a encore d'autres. Le premier que moi j'ai beaucoup vu dans mon expérience et que j'ai fait évidemment moi-même, c'est de surstructurer. Donc c'est en gros, tu as un mandat, on te dit il faut former tous les managers de l'entreprise sur le développement. Ok, et donc là on travaille en chambre pendant 2 mois, on développe un programme, on fait tout un parcours, et il y a tel moment où il y a des assessments, il y a des moments où il y a des interviews, etc. etc. Et donc, on arrive avec un truc pré-packagé qui est censé s'appliquer à tous les managers de l'entreprise. Et évidemment, la plupart du temps, il y a quelques managers un peu sympas qui rentrent dans le moule, mais il y en a pas mal d'autres qui se disent c'est complètement décalé, c'est pas adapté à mes besoins, je me suis embêté, etc., etc. Et du coup, qui savent mieux faire que vous. Donc, je pense que surstructurer des programmes, c'est pas la bonne chose. Je pense qu'il faut faire, c'est vraiment s'adapter en permanence, développer des petits bouts. Moi, je crois beaucoup en la technique des petits pas en formation pour se dire, je commence avec un truc, je regarde si c'est un succès, je prends du feedback, je modifie, et de faire tout le temps des itérations. Forcer l'apprentissage, j'en ai parlé en introduction. On ne force pas quelqu'un à se former. Si quelqu'un, c'est pas le bon timing pour cette personne, si il n'a pas envie de se dire qu'il a besoin de s'améliorer dans tel ou tel domaine, si c'est imposé par son patron, ça ne peut pas marcher. Ça, il faut juste se dire qu'il faut accepter de ne pas le faire. Et petite anecdote, j'ai eu un échange il n'y a pas longtemps avec une entreprise de formation, Yaniro, pour ne pas les citer. C'était assez marrant parce que la personne de Yaniro me disait on va faire des cohortes de 20 personnes à former sur des sujets de management. Et il me dit qu'est-ce que tu es prête à accepter comme pourcentage de gens qui ne seront pas intéressés et qui donc ne viendront pas. On va leur poser la question. Et je me suis dit mais personne ne m'a jamais posé cette question. Pour moi, quand j'organise un programme de formation, c'est juste indécent de laisser l'option à quelqu'un de ne pas venir. Et là, il me dit non, on va leur poser la question. Et donc, tu as peut-être 20% des gens qui ne viendront pas. Et c'est fine. C'est comme ça que ça marche. Autre piège, ignorer le désapprentissage. Qui n'a pas connu ça? On forme à un super truc, de la gestion de projet, Figma, etc., très théorique, etc. Une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, on se dit vas-y, présente-nous ce que tu as appris pendant cette formation. Essaie de cascader à ton équipe, de mettre en place des choses. Il reste à peu près 10% du message. Et ça, il faut l'accepter, ça fait partie de la vie de la formation. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a des morceaux qui sont retenus, mais il y a pas mal de morceaux qui ne le sont pas. Donc toujours cette nécessité peut-être de faire par petits modules. Sur le désapprentissage, d'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas mentionné, mais qui est quand même très vrai, c'est que la plupart du temps, on peut apprendre des choses en formation, mais du coup, quand on retourne dans son environnement professionnel, dans son job de tous les jours avec ses collègues et tout ça, on se dit, en fait, ça ne peut pas s'appliquer, ou il y a telle partie que je n'arriverai pas à faire. Ça, il faut aussi l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a toujours, une matière vivante. Un autre, je pense, piège dans lequel on est tous tombés, c'est quand on dépense de l'argent en formation, on veut un ROI tout de suite. Donc c'est pour ça que généralement on calcule, on donne la note moyenne du module de formation, le temps passé, etc. Mais donc qui sont des indicateurs qui ne servent pas à grand-chose, mais ils ont le mérite d'être court terme. C'est-à-dire qu'on peut les mesurer dans les 3 jours qui suivent la formation. En vrai, la formation, c'est l'école, selon moi, de la patience. Il faut attendre des résultats à long terme. Donc c'est difficile parfois d'apprendre la patience, parce qu'on le sait, on a besoin dans nos projets RH parfois de convaincre les patrons, les dirigeants, les équipes que ça prend du temps et parfois c'est difficile à faire comprendre. Mais malgré tout, c'est quand même comme ça que ça marche.
Et pourquoi ça prend encore plus de temps? Parce que, selon moi en tout cas, la formation, c'est vraiment basé sur une évaluation des compétences. Et donc, évidemment, pour développer une compétence, il faut du temps. Il faut être mis dans le bon environnement professionnel. Il faut être accompagné par son manager. Il faut avoir la volonté. Il y a plein d'aspects qui rentrent en ligne de compte pour arriver à cette vision en termes de compétences. Et dernier point, évidemment, hein, en formation, un coup sur deux, on se trompe. Hein. Ça, c'est sûr. Tout le monde l'a connu. J'espère que tout le monde l'a connu dans cette salle. Hein. Et je pense qu'il faut, s'il y a vraiment un domaine dans lequel on peut se tromper en RH, je pense que c'est la formation. Et d'accepter que ce soit parfois des échecs. C'est pour ça que faire cette prise de feedback à chaque fois qu'on développe quelque chose, c'est intéressant parce que du coup, on peut accepter de lire « Ah moi, écoute, merci pour le programme, mais franchement, ça m'a rien apporté pour X ou Y raison. » Ça, c'est fine. Autant il y a des domaines en RH où on ne peut pas accepter l'erreur, genre la paye. Autant sur la formation, je pense que ça fait partie d'un truc sain d'accepter de se planter et de tomber à côté de la plaque. Donc je l'évoquais à l'instant en parlant du ROI un peu plus long terme. Moi, je crois beaucoup, et il n'y a pas que moi, hein, puisque du coup, c'est quand même une assez grande tendance en ce moment, à la formation en lien avec les compétences. Donc, en gros, en vrai, à la fin de la journée, ce qui compte, ce n'est pas la formation en elle-même, c'est les compétences qu'on a dans l'organisation. Et quand je dis ça, ce n'est pas si simple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de mettre en place une ontologie des compétences en interne ou des trucs de GPEC. Il y en a beaucoup. Est-ce que ce n'est pas une méga galère? Voilà. Ça, je pense que c'est un peu la bête noire du job de RH. Mais en vrai, déjà, et d'une, je pense qu'il y a des moyens de le faire de manière plus simple qu'avec nos outils traditionnels. Et de deux, en termes d'impact, ça peut être juste incroyable. Et pour le coup, votre patron, quand vous lui présentez ça, il sait que ça a de la valeur. Et alors après, il y a plein de façons de le faire. Je peux vous partager la nôtre chez 360 Learning, mais je suis sûre qu'il y a peut-être d'autres façons. Nous, on est parti d'une cartographie des métiers où on se disait, sur chacun des rôles de l'organisation, quelles sont les compétences clés? Pas plus d'une quinzaine de compétences par métier, parce qu'évidemment, quand il y a 100 compétences, ça devient compliqué. Et d'avoir des compétences qui sont propres au métier et des compétences qui sont transverses, soit en lien avec la culture, soit en lien avec l'industrie dans laquelle on travaille, par exemple. Et ensuite, donc, chacun des collaborateurs va, notamment sur notre plateforme, puisqu'on le fait en interne, pour aller s'assesser, s'évaluer par rapport à ses compétences, obtient une espèce de diagramme où il voit comment se positionner. Et il a deux options. Première option, je pense que pour passer au niveau du dessus, je vois qu'il va falloir que je me développe en gestion de projet, par exemple. Ou deuxième option, je vois en comparaison un autre job dans l'organisation qui n'a peut-être rien à voir avec mon job actuel, mais qui nécessite les mêmes compétences. Et du coup, ça va me permettre de faire des évolutions en interne. Nous, en tout cas, alors, on est en phase d'implémentation, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on met un focus parce qu'on se dit que tous les recrutements qu'on fait, en vrai, on préfère les faire avec des gens de l'interne. Donc, on se dit qu'on a quand même on a un objectif de mobilité interne qui, pour le coup, est un ROI, selon nous, de la formation basée sur les compétences. Donc, voilà, encore une fois, il y a pas mal de façons de le faire et je serais ravie de pouvoir échanger avec certains d'entre vous si vous le voulez. C'est un long chemin, mais à la fin de la journée, c'est quelque chose qui est valorisé par les collaborateurs, qui a de la valeur en interne et qui permet de gagner de l'argent aussi, parce que recruter à l'extérieur, la plupart du temps, c'est cher et compliqué. Donc si on a les bonnes compétences, autant continuer à alimenter ce terreau. Donc on parlait de l'approche par les compétences. Moi, j'ai une grande conviction, c'est que la formation, c'est pas un sujet RH. En vrai, j'aimerais bien qu'on se dise tous que la formation, c'est un sujet transverse à toute l'entreprise et que ça ne devrait pas, franchement, être à la RH. Je l'ai connu une fois, moi, dans une organisation où on avait un département formation qui dépendait directement du patron de l'entreprise et qui, du coup, travaillait pour tous les départements en interne.
Mais franchement, la valeur était beaucoup plus importante. Et du coup, cette approche par les compétences, elle est un peu obligatoire parce que cette équipe transverse, elle n'est pas du métier, elle ne connaît pas forcément tous les jobs dans l'organisation. Donc, elle part vraiment de ce qu'on appelle l'enablement, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, Sidonie, j'ai besoin de développer pour atteindre tel poste, avec toujours cette évaluation de où est-ce que je suis aujourd'hui, comment je pourrais arriver plus loin. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur. Et selon moi, donc cette notion de décentraliser la formation, elle commence à être un peu d'actualité. Je parlais tout à l'heure du retail. Le retail est plutôt bon dans ces pratiques-là. Et je pense que dans des industries plus traditionnelles, on pourrait tout à fait envisager les mêmes choses. En revanche, même si elle est décentralisée, il faut aussi qu'elle fasse partie d'un cercle vertueux. Donc il y a la première étape du recrutement, où on se fixe des critères qui nous font penser que les personnes pourront développer leurs compétences. Ensuite, il y a cette partie évaluation en interne, mobilité et ce qu'on appelle l'upskill et le reskilling. Donc en gros, je me forme pour passer au niveau du dessus, ou je me reforme parce que mon métier a évolué, ou parce que j'ai envie de faire complètement autre chose dans l'organisation. Et puis ensuite, d'avoir ce suivi. Alors j'ai mis entretien comme terme, mais c'est vraiment le suivi avec le manager, avec les RH, pour être sûr que tout ce parcours est cohérent. Alors, on parlait des mesures de résultats tout à l'heure. Je disais que voilà, le temps passé, l'évaluation du module et tout ça, on n'y croit plus trop. Donc, la bonne question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des outils pertinents? Alors, moi, je trouve qu'il y a des indicateurs qui restent pertinents, même s'ils sont classiques. C'est quand même tout ce qui est productivité, turnover, engagement. Ce sont des KPIs qu'on mesure tous, la productivité de nos équipes, combien j'ai de turnover dans mes équipes et quel est le niveau d'engagement si je fais des enquêtes en interne, si j'ai un INPS, etc. Ça reste des métriques qu'on utilise, donc autant s'en servir aussi pour la partie développement des compétences. Et après, on a des indicateurs évidemment plus qualitatifs, plus indirects. Il y a la satisfaction des salariés, donc tout simplement faire des enquêtes qualitatives sur comment est-ce qu'ils développent leurs compétences en interne. Il y a le côté innovation, parce qu'une entreprise qui sait bien se former et développer les compétences en interne, forcément, elle est plus innovante, parce qu'elle a des collaborateurs qui vont sortir de leur zone de confort, qui vont s'intéresser à d'autres sujets, qui vont être curieux, qui vont avoir ce mindset pour développer l'innovation. Et puis, pour moi, le truc un peu ultime, c'est l'attractivité employeur. C'est un candidat qui vient vers vous, qui postule pour un job et qui vous dit « J'ai entendu parler de l'entreprise, je sais que vous avez des parcours de développement, j'ai vu les commentaires sur Glassdoor, ce sont des choses qui sont mises en avant. » Pour moi, je pense qu'à la fin, c'est quand même ce qu'on cherche tous. Donc en gros, c'est un peu une petite, on va dire, synthèse. Mais on a réfléchi à savoir comment présenter ça, mais en vrai, je vois pas mieux que la roue. C'est de se dire, je mets mes compétences au cœur, et donc à la fin de la journée, je mesure mon impact via les indicateurs que j'ai mentionnés un petit peu avant. Mais du coup, pour moi, c'est une feedback loop. C'est en perpétuel. On ne peut pas se dire qu'on a réussi à faire de la formation. On a réussi à lancer un process et on va continuer, mais on ne peut pas se dire qu'à un instant T, c'est juste un succès et on peut arrêter les efforts. Donc le point de départ de ça, c'est quand même fixer des objectifs précis. C'est marrant parce qu'en ayant travaillé dans quelques entreprises, avec mes 25 ans de carrière, je me rends compte que fixer des objectifs précis, ça reste un truc assez obscur pour pas mal de gens. Que ce soit objectifs de quotidien, on va dire, les OKR, les objectifs d'un poste, ou des objectifs de formation. Il y a toujours un truc un peu nébuleux. Donc ça, c'est peut-être le premier truc qu'il faut commencer par faire. Ensuite, une fois qu'on a fixé ces objectifs, il faut que le collaborateur, le manager, la RH, tout le monde puisse communiquer et demander du feedback tout le temps. Moi, je suis collaborateur.
Mon objectif, c'est de développer telle partie de mes compétences. J'en parle avec mon manager, avec les RH, etc. Je leur demande leur feedback. Je prends tout le temps ce temps de recul. Ensuite, je pose les bases de l'apprentissage. Ça paraît bête, mais quelqu'un qui n'a pas le temps de se former, pas l'énergie ou pour X ou Y raison, d'autres priorités, ça ne sert à rien. Donc je pense que poser les bases, c'est tu t'es engagé, tu veux te développer là-dessus, donc on est OK que tu vas pouvoir y passer tant de temps par semaine. Et qu'à la fin, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on aura un entretien où on en parlera et on verra si tu en ressors quelque chose. 4e point, une fois qu'on a posé ces bases, c'est mettre en pratique. Évidemment, la formation toute seule, ça ne sert à rien. Donc, c'est se former, faire des jeux de rôle, en parler en interne, proposer un peu des choses différentes. Pareil, collaborer avec ses collègues. Bon, ça paraît un peu moins, on va dire, d'actualité avec le télétravail et tout ça, mais ça reste quand même une vraie source de développement pour la plupart des collaborateurs. De se dire, tu vois, j'ai suivi telle formation, j'ai appris tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Comment toi, tu le mets en marche dans ton quotidien? Ça reste une source de développement hyper importante. Bon, j'ai quand même utilisé la technologie, parce que malgré tout, je pense que c'est très utile d'avoir à la fois le côté support, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, pouvoir développer des contenus avec de l'IA de manière hyper simple, hyper rapide, d'avoir un peu un suivi de son parcours. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de se dire, voilà, j'ai mis des efforts sur telle partie de la formation, ça m'a été utile, j'ai pu partager ça aussi avec mon équipe. Pour moi, la techno doit quand même être une couche essentielle dans tout ça. Et puis, à la fin, toujours l'idée qu'on a pu se planter, donc analyser tout le temps, prendre du feedback et ajuster la trajectoire. Je pense que ça peut être... c'est toujours bien de dire, même quand on est RH, qu'on s'est planté, ça fait partie de la vie, et de se dire, du coup, je vais réfléchir à une autre façon de proposer de la formation. Voilà. Merci. Merci. Je pense que c'est le timing pour questions-réponses. Voilà, Ouais. On a quelques minutes de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions pour Sidonie? Bon. Donc vous pouvez la retrouver sur son Tout a stand. été très clair. Ah si, voilà. Je vais passer le micro. Bonjour, merci. Je m'appelle Ahmed. Je suis le cofondateur d'un organisme de formation et je voulais savoir qu'est-ce que ça a donné avec Yaniro. Avec Yaniro. Alors, la personne de Yaniro, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est quelqu'un de très intéressant. Et c'est marrant parce que lui, il dit tout le temps, moi, je te vends rien. Donc, en gros, on a une discussion, on partage nos points de vue. Et puis, à la fin de la journée, soit on se dit qu'il y a une manière de travailler ensemble, soit pas forcément, mais c'est pas un problème. C'est vraiment plus un challenge intellectuel. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question, mais... Merci Sidonie. On va accélérer. Une dernière question. Yod Pes, Schmidt Group. Merci d'abord pour la présentation. Merci aussi pour le regard un peu différent porté sur la formation. Moi, j'ai une question, notamment, vous parliez tout à l'heure de ce qui est... Pardon, vous parliez tout à l'heure de ce qui est fine ou not fine, ce qui est acceptable, de sortir des carcans habituels de ce qui n'est pas acceptable, en l'occurrence. Et vous avez notamment parlé du taux d'absentéisme. Du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble acceptable, sachant que chaque formation, effectivement, est différente? Mais est-ce que, au vu du coût de la formation, mais aussi pour l'animateur qui vient former, qui prépare son travail, venir et voir qu'il y a 25% d'absentéisme, 20-30% d'absentéisme, qu'est-ce qui est acceptable aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. Alors, moi, pour le coup, je n'accepte pas l'absentéisme à l'instant T. Je pense que tout le monde est adulte et que les gens peuvent lever la main avant en disant « je ne viendrai pas, ce n'est pas le bon timing pour moi, ça ne m'intéresse pas ».
Mais je pense que souvent, les gens ont peur de ça. Donc, en last minute, ils ont un enfant malade, tout ça. Mais je pense qu'il faut vraiment, en tant qu'RH, poser la question. Tu as le droit de ne pas venir si tu penses que ce n'est pas adapté ou pas le bon moment. Par contre, le jour J, pour moi, c'est absentéisme zéro. Ah, c'est une question. C'est toujours pareil, pour s'organiser, peut-être, je sais pas, 15 jours avant pour le formateur, par respect pour les repas. C'est une question qui fait une transition parfaite avec l'intervention suivante où on va justement s'intéresser à l'engagement dans la formation et la transformation. Merci Sidonie. Je vous invite à venir prendre place devant. Il y a pas mal de sièges disponibles.